Et bonsoir, on est de retour pour une petite discussion avec Rémi Carriol. Bonsoir Rémi, ça va? C'est la première fois qu'on te reçoit sur Parole d'honneur, pourtant on va voir, mais tes travaux, on aurait pu t'inviter plus tôt. On s'excuse, tu nous pardonnes? Pardonne. On va discuter avec toi de ton dernier livre, Mayotte, département colonie, que normalement on doit voir à l'écran, qui est édité à la Fabrique. Mais avant de parler de Mayotte, toi, tu as aussi longtemps travaillé sur le Sahel. Tu as notamment écrit Le mirage sahélien, la France en guerre en Afrique, Serval, Berkane et après. Et tu as aussi fondé la revue en ligne Afrique 21. C'est bien ça? C'est ça. Et là, donc, avec le livre Mayotte, département colonie, tu nous parles de la situation à Mayotte. Alors, je précise, ça va être une discussion qu'on va avoir, mais dans le livre, tu préfères le terme maoré, il me semble. Mais là, pour la facilité de la discussion, je pense que tous les deux, on va parler plutôt on va utiliser le terme Mayotte. Avant de commencer à discuter vraiment du livre, pourquoi cette volonté d'écrire sur Mayotte? Parce qu'on voit que ton sujet de prédilection, c'était vraiment Sahel. Tu m'as dit que ça fait une dizaine d'années que tu travaillais sur ça. Donc, pourquoi un livre sur Mayotte? Et toi, quels sont tes liens avec Mayotte? Est-ce que peut-être tu as vécu là-bas? Voilà. Quelles sont les raisons pour lesquelles tu as voulu écrire sur ce sujet? Avant de travailler sur le Sahel, j'ai vécu dans l'archipel des Comores en fait, pendant 6 ans. J'ai quasiment débuté en tant que journaliste là-bas, puisque j'y suis arrivé un an après ma sortie de l'école de journalisme en 2003. Et donc, je suis d'abord arrivé à Mayotte, un peu par hasard, sans connaître rien à cette île. Et ensuite, avec 2 camarades, on a fondé un journal sur l'ensemble de l'archipel des Comores. Et après, j'ai fondé un autre journal sur Mayotte. Et donc, j'ai vécu 6 ans dans cette région. Voilà. Et en fait, quand j'ai quitté Mayotte en 2009, j'avais déjà à l'esprit qu'il fallait écrire quelque chose là-dessus parce qu'en France, personne ne connaît ou très peu de gens connaissent l'histoire de cette île et de cet archipel. Et puis après, je suis passé à autre chose. Je suis passé au Sahel. Et puis, l'année dernière, il y a eu l'opération Wambouchou, peut-être qu'on en parlera, grosse communication du gouvernement et de Darmanin notamment, et traitement médiatique à mon sens biaisé. Et ça a réveillé l'idée que j'avais depuis longtemps, qu'il fallait écrire un bouquin pour raconter un peu qu'est-ce qui se passe là-bas et comment on en est arrivé là, et surtout que les étrangers, comme on les présente, ne sont pas forcément ceux que l'on croit. Mais tu dis que tu as vécu dans l'archipel des Comores. Donc tu n'es pas resté qu'à Mayotte? Non. C'était pour savoir, c'est pour toi, si tu étais resté qu'à Mayotte, tu pouvais dire... En fait, quand on a lancé notre journal qui s'appelait Kashtazi, le siège était à Moroni. Donc Moroni, c'est la capitale de l'Union des Comores, donc des 3 îles indépendantes, puisque l'archipel, c'est 4 îles et il y en a une, voilà, donc Mayotte, c'est français, entre guillemets, et les autres îles sont indépendantes. Donc j'ai vécu aussi à Moroni, et puis surtout j'ai travaillé sur les 4 îles de l'archipel. On y allait régulièrement, en juin notamment, un peu moins à Moïli, qui est la plus petite des 4 îles. Alors, dans le livre, tu commences par ça, tu parles du titre qui est Mayotte, mais tout le long du livre, tu parles de Maoré, et tu prends aussi d'autres noms. En jouant, c'est Nzouani, alors tu me dis si je le prononce très mal, ça. Et Moeli, c'est Moali. Pourquoi, pour toi, c'est important d'utiliser ces termes, au moins dans le livre? Parce que c'est toute l'histoire de la colonisation, en fait. Quand l'Empire arrive, il change les noms, il francise les choses, et finalement, c'est ça qui imprime. Et il me semble qu'il y a un travail à faire pour rappeler qu'avant que le colon arrive, il y avait une histoire, il y avait des gens, il y avait des sociétés. On voit aujourd'hui avec le terme de Kanaki qui revient en force, alors que pendant des années on a parlé de Nouvelle-Calédonie. Il me semble que Mayotte, moi aussi c'est vrai qu'à l'oral j'ai plus tendance à dire Mayotte, mais à terme je pense que dans quelques années il faudra peut-être parler de Maoré plutôt que de Mayotte, et employer le nom qui est le nom que les gens emploient quand ils parlent leur langue. Si là-bas, en Shimaoré, donc le Shimaoré c'est la langue parlée à Mayotte, qui est un parler du Shikomori, qui est la langue comorienne, on dit Maoré. Et c'est pour ça aussi qu'on les appelle les Maorais. Probablement. Alors, ça soulève plein de questions, Mayotte, du point de vue décolonial, et même du point de vue anticolonial, du point de vue décolonial. Et c'est ce qui traverse tout le livre, c'est qu'il y a une grande difficulté quand on aborde la question de Mayotte, c'est qu'on a l'impression qu'on est devant, c'est même le titre d'un chapitre, une colonisation consentie, et même parfois voulue, désirée. Parce que, en gros, les premiers défenseurs de Mayotte française,
bah, ça a l'air d'être les Mahorais eux-mêmes, c'est ça? Ouais, aujourd'hui c'est clair, c'est évident, mais même au moment où le choix s'est fait de l'indépendance ou de pas l'indépendance, il y avait une majorité de Mahorais qui voulaient rester français, comme il disait, plutôt que de devenir indépendant. Alors c'est une longue histoire, j'essaie de l'expliquer dans le livre, mais c'est pas un livre d'histoire, hein. Oui. C'est plutôt même un livre de contre-histoire. J'essaye de démonter les mythes justement du mouvement pour Mayotte française, mais c'est une longue histoire, mais en gros, il y a eu un gros travail de sape dans les années 50 et 60 d'une partie de l'élite économique et politique de Mayotte pour défendre la séparation d'avec les autres îles et le fait de rester français. Ça c'est... Ouais. En gros, le récit officiel qu'on a, c'est qu'en fait, c'était la guerre tout le temps. Ouais. Dans les archipels, toutes les îles se faisaient la guerre et l'arrivée des Européens a permis de pacifier pacifier. Ben, en fait, c'est l'histoire de la colonisation en général. De toute façon, la France, quand elle est arrivée, elle a pacifié. Il y a une expression, on emploie toujours, et même dans les rapports officiels, encore aujourd'hui, on emploie l'expression l'archipel au sultan batailleur. C'est une expression qui a été inventée par un administrateur colonial dans les années 30. Et donc, qui a titré son livre l'archipel au sultan batailleur, et en fait ça a été pris comme une essence, en fait, quelque chose qui essentialisait l'archipel des Comores. Ils avaient de tout temps, ils s'étaient de tout temps battus. En fait, c'est pas vrai. Effectivement, il y a eu une période dans l'histoire où il y avait des grosses batailles d'influence entre les différents sultans qui dirigeaient les différentes îles pour savoir qui allait prendre le pouvoir, qui allait dominer l'autre. Mais en fait, ça c'est une période en fait historique qui ne caractérise pas l'histoire depuis le début du peuplement de l'archipel, en fait. Mais comme souvent dans le contexte de la colonisation, on a voulu faire de ce marqueur temporel quelque chose d'essentiel qui touchait au fonctionnement profond de la société comorienne, alors que c'était faux. Et puis surtout, ça a permis de dire, mais vous voyez, nous on est arrivés, on vous a amené la paix. Ouais. Oui, il y a une approche, un historique de tout ça. Ils veulent figer dans le temps les conflits. Et aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il peut y avoir aussi des différences entre les stratégies politiques et en fait le mode de vie populaire. C'est-à-dire que même s'il y a eu des conflits, il y a toujours eu une circulation. Et d'ailleurs, c'est un peu ça le malheur des Mahorais, c'est que même eux savent qu'il y a toujours eu des circulations, quoi qu'il en soit, dans cet archipel. Toujours, même aujourd'hui où l'État français essaye de mettre des barrières entre Mayotte et les autres îles, il y a toujours des flux, en fait, il y a toujours des mélanges. Dans toutes les familles de l'archipel, il y a des membres de la famille qui sont qui à Mayotte, qui à Anjouan, qui en Grande Comore, qui à Ouélie. En fait, c'est des îles... Contrairement au discours dominant, c'est des îles qui vivent ensemble, en fait. Ouais. Même aujourd'hui, alors qu'il y a vraiment une tentative de construire un mur depuis 50 ans, on continue de vivre ensemble et on a des liens qui sont très profonds, en fait. Ouais. Et alors, avant qu'on en vienne sur ces liens, sur le statut de colonisation consentie, moi, la première question que je me pose, en fait, la première difficulté qu'on a quand on aborde la question de Mayotte, c'est cette position des Mahorais qui sont favorables à, maintenant c'est la départementalisation, mais en gros pour nous à la colonisation. Et en fait ça nous place dans un paradoxe où nous en tant que Français vivant en France, en métropole, on est un peu mal à l'aise parce qu'ils peuvent retourner l'argument, et c'est notamment ce que font des militants pro-départementalistes, de dire que c'est nous les colons en fait, à leur dire qu'eux ils vivent dans une zone colonie et qu'ils devraient se décoloniser, et que eux, leur choix qu'ils ont fait eux-mêmes, c'est de choisir cette voie-là. Tout à fait. Comment on peut s'en sortir? Et d'ailleurs, est-ce que toi, ça t'a aussi posé des questions? Bien sûr. En fait, tu es obligé de te poser des questions parce que tous les schémas que tu peux avoir avant d'arriver ou même après sont explosés en fait par la réalité, par l'histoire de ce territoire. Donc oui, effectivement, ils ont fait ce choix. Ils l'ont fait en 1974 quand on leur a demandé. Alors, contrairement à ce que l'on veut faire croire, c'est pas les Mahorais qui d'un seul homme se sont levés pour dire on veut rester français. C'était beaucoup plus tendu que ça. Il y avait vraiment des débats parce qu'il y avait des gens qui étaient indépendantistes quand même sur place, sauf qu'ils ont été chassés après. Ouais. Donc à partir de ce moment-là, il y a eu un discours dominant et excluant tout autre discours en fait. Mais oui, c'est une réalité. Et à chaque fois qu'ils ont été à nouveau sollicités par le vote, ils ont réaffirmé leur volonté d'être français et d'être département. Il y a cet aspect-là. Et c'est vrai que quand on est soit un militant, par exemple, anticolonial, ou quand on travaille comme moi sur la colonisation et sur, on va dire, les suites de la colonisation,
on se retrouve dans une situation un peu compliquée. Le grand argument, c'est de dire, regardez, vous défendez l'autodétermination des peuples en Kanaki. Ben nous, l'autodétermination des peuples, on a décidé. La question qui se pose, en fait, c'est quoi un peuple ? Est-ce que les Mahorais, c'est un peuple, voilà, ou est-ce que les Comoriens, c'est un peuple ? Et en fait, c'est toute la question qui s'est posée dans les années 70, quand ils ont été consultés. Et c'est même les autorités françaises qui le disaient, et c'est l'ONU qui le disait, en fait. Les Comoriens forment un peuple. Et c'est la France qui a disloqué l'archipel. Voilà. Donc, l'idée du livre, c'est quand même de raconter cette histoire. L'idée, c'est pas de juger le choix qu'ont fait les Mahorais, c'est d'expliquer comment on en est arrivé à faire ce choix en réalité, et puis surtout ce que ça a donné depuis 50 ans. Et est-ce que toi, tu as rencontré des difficultés personnellement par rapport à ça ? Est-ce qu'il y a des militants pour la Mayotte française et tout qui t'ont reproché peut-être même ça te regarde pas, tu viens nous expliquer la vie, tu viens nous expliquer comment nous libérer, parce que c'est ça en fait le problème qu'on pourrait avoir sur ça, c'est... Ouais. Bah ça, on me le dit aujourd'hui, par exemple, notamment sur les réseaux sociaux. Après, quand je travaillais sur place, il faut savoir que, en fait, le journal qu'on a créé, on était 3 journalistes, il y avait 2 Français, moi et mon ex-compagne, et puis un Comorien. Quand on a créé ce journal, c'était la première fois qu'un journal s'intéressait à ce qui se passait dans les 4 îles de l'archipel, c'est-à-dire Mayotte et les 3 autres îles. Donc ça a été très mal reçu à Mayotte, en fait, et notamment par, on va dire, l'élite économique et politique. Mais par contre, il y avait beaucoup de gens qui publiquement disaient qu'Ashtazi, ils sont anti-mahorais, ils sont anti-français et tout ça, mais qui en privé disaient mais nous on est heureux d'avoir des nouvelles de ce qui se passe à côté, parce que comme je le disais tout à l'heure, ils ont des liens familiaux, donc ils sont contents de savoir comment ça se passe de l'autre côté, parce qu'avant ils ne savaient pas, il n'y avait pas de journal qui s'intéressait à ça. Et donc on est toujours dans cette espèce d'ambivalence. Publiquement, on va dire on n'a rien à voir avec eux, on veut rien avoir avec eux. Mais en fait en privé, comme on a tous des liens, comme on est content d'aller voir parfois la famille, même dans l'île voisine, en privé, c'est un discours qui est quand même un peu différent. Et moi, j'ai jamais vraiment eu on va dire, de critiques si violentes que ça, en réalité. Il y a toujours eu un débat possible, même quand on faisait ce journal, qui était plutôt mal perçu publiquement, mais même des élus qui critiquaient publiquement, en privé, ils disaient, mais on est content d'avoir des nouvelles. Quoi. La différence entre le discours politique et idéologique et la vie de tous les jours, on voit que dans la vie de tous les jours, en fait, on est mélangé. Tu puises énormément dans ton livre chez Fanon, mais aussi chez Albert Memmi pour étudier la question de l'aliénation coloniale, parce qu'on pourrait parler là exactement d'une aliénation coloniale. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ces auteurs, et en particulier Memmi, parce que je trouve qu'il a un peu ignoré Memmi, et peut-être en raison aussi de sa trajectoire, notamment vis-à-vis d'Israël, mais quand même, nous on avait fait un club de lecture il n'y a pas longtemps sur le portrait du colonisé, portrait du colonisateur. En quoi ça t'a aidé, Fanon et surtout Memmi, pour comprendre la situation à Mayotte ? En fait, ça m'a aidé à comprendre où je me trouvais. Moi, Memmi, je connaissais pas du tout. Je l'ai lu quand j'étais à Mayotte, en fait. D'accord, ah oui. Ouais, je l'ai découvert là-bas, mais presque par hasard, en fait. Et Memmi, il faut quand même juste rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un juif de Tunisie qui a écrit dans les années 50. Son livre, Portrait du colonisateur, Portrait du colonisé, c'est en 57 qu'il sort. Donc moi, je suis à Mayotte 50 ans plus tard. Je lis Memmi, je lis le portrait du colonisé et surtout le portrait du colonisateur, et j'ai l'impression de voir en lisant les gens que je rencontre, en fait. Et là, je me dis, ah ouais, il y a un truc quand même bizarre. Ça devrait pas être, normalement. Il était en Tunisie en 57, quoi. Pourquoi ? Parce que il raconte, comme Fanon, mais avec des mots différents, l'aliénation du colonisé. Mais Memmi aussi, il raconte l'aliénation du colonisateur. Et c'est ça, moi, qui m'a surtout, dans lequel j'ai puisé. Parce que je puise plus chez Fanon pour évoquer l'aliénation du colonisé, mais par contre, je puise beaucoup chez Memmi pour évoquer comment le colonisateur, c'est-à-dire en gros le blanc ou le métropolitain qui arrive à Mayotte, qu'on appelle le Mzungu là-bas, comment il arrive dans un système qui quelque part lui impose de devenir un colon, en fait. Il l'est pas forcément quand il arrive, mais ce système quelque part lui impose de se mettre dans le moule et d'accepter ce système, et parfois même de le défendre, et ça Memmi le raconte super bien, de le défendre avec une telle ardeur, parce que finalement son inconscient il assume pas de participer à un système qui est raciste et inégalitaire, et donc il va le défendre au plus fort de lui-même, parce qu'il a des intérêts privés à le défendre, ou parce qu'il a besoin de soulager sa conscience. Oui, il n'y a pas d'échappatoire possible, c'est ce qu'on voit dans Memmi, c'est que déjà l'idée que c'est la colonisation fabrique aussi le colonisateur. Est-ce qu'il y a encore plus marquant dans le cas de Mayotte, c'est qu'en fait, il y a beaucoup ceux qui sont beaucoup concernés, c'est aussi les profs, qui ont une sensibilité de gauche, c'est ce que tu montres, et qu'en fait, il n'y a pas d'alternative, c'est soit ils partent
parce que la situation est trop difficile, ils peuvent pas accepter ce statut de colon, soit ils restent et ils essayent d'accepter cette idée et petit à petit, il y a même des idées racistes qui rentrent en compte. Complètement. En fait, ceux qui restent, alors il y en a une petite minorité qui va essayer de lutter avec ses armes. Alors à l'époque de Mémy, on pouvait rejoindre un mouvement indépendantiste. À Mayotte, il n'y en a pas, peut-être qu'on y reviendra. Donc du coup, en général, cet engagement, il se manifeste par le militantisme pour le droit des personnes en situation irrégulière, pour les aider à obtenir des papiers ou à défendre leurs droits. Voilà. Oui. Mais sinon, la plupart, effectivement, finalement, ils épousent le système dans lequel ils se trouvent, même s'ils le réprouvent de par leurs idées, mais en fait, ils vont l'épouser et certains seront même des agents zélés en fait, de ce système. Quoi. D'ailleurs, ça ne doit pas aider de voir que beaucoup de Mahorais sont favorables à la départementalisation, à l'adhésion à la France. Ça doit même les conforter dans ces idées-là, j'imagine. C'est sûr qu'en fait, paradoxalement, c'est la situation du colonisateur est la plus facile à Mayotte. Moi-même, en fait, je me suis fait traiter, parce que c'est le terme, insulté d'indépendantiste ou d'anticolonialiste. Je me suis fait virer de mon premier journal parce que j'étais un anticolonialiste. Par qui? Par les Mahorais? Non, par les actionnaires du journal qui étaient des patrons blancs. D'accord. En fait, les choses sont renversées. Donc là-bas, c'est une insulte que d'être qualifié d'anti-indépendantiste. Donc un blanc qui va épouser, et il y en a plein qui épousent le combat départementaliste, non seulement il sera bien vu sur l'île, parce que c'est le discours dominant, mais en plus, il pourra dire « Ah oui, mais moi, ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, je soutiens leur combat, quoi. C'est eux qui l'ont voulu. » Donc il est dans une position de confort, en fait. Oui, ça l'aide bien. Et est-ce que tu as l'impression, juste pour encore parler un peu des colonisateurs, est-ce que tu as l'impression qu'il y a un changement de mentalité petit à petit ou au contraire, ça s'accentue dans l'attitude de colons, notamment avec les crises actuelles, on voit qu'il y a de plus en plus de mouvements à Mayotte pour la Mayotte française. C'est quoi l'évolution, un peu la dynamique j'allais dire des Français qui viennent à Mayotte, mais oui, c'est un peu ça. Changement des mentalités, je suis pas sûr. Ouais, en fait, il y a un changement de société. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vécu à l'époque, dans les années 2000, les métros, c'était surtout des familles. Donc des parents de 30, 40, 50 ans qui venaient avec leurs enfants. Et certains qui étaient très paternalistes. Voilà. Dans le privé, c'était flagrant. Il y avait ce paternalisme-là. Tout ça. Dans le public, un peu aussi quand même. Et avec des discours qu'on pouvait entendre. Tu passais une soirée avec des Blancs, c'est ce que je raconte. Évidemment, la soirée se finit forcément par une discussion sur les Mahorais. Ils sont feignants, ils n'y arrivent pas. Qu'est-ce qu'ils feraient sans nous? Voilà, ce genre de phrases. Et alors là, quand je suis retourné plus récemment, j'ai vu il y a vraiment un changement, parce que c'est un changement générationnel. Aujourd'hui, c'est quasiment que des jeunes. Ouais. Pourquoi? Parce que les familles ne veulent plus y aller, parce que le système éducatif est vraiment pourri, parce qu'il y a une grosse insécurité, donc les gens qui ont des enfants, ils n'ont pas envie d'aller, donc c'est plutôt des jeunes. Et en plus, par exemple, quand on est prof, quand on débute son premier poste, on nous propose 3 endroits. Ouais. La banlieue parisienne, la Guyane et Mayotte. Voilà. C'est les 3 endroits où on peut aller quand on a 0 point, quoi, en gros. Et c'est mieux payé à Mayotte ou Ah bah ouais. Voilà, c'est mieux payé. Oui, c'est mieux payé. Ça fait partie du consentement, en fait, du colonisateur. C'est-à-dire que quand tu vas là-bas, tu as une indexation, 40% de salaire en plus, soi-disant parce que les prix sont plus élevés, mais en plus, tu as une prime. Tu as une prime qui équivaut pour les profs à 5 mois de salaire en plus par an. Sur 12 mois, tu gagnes 5 mois. Donc ça fait quand même des privilégiés. En fait, les profs qui en France sont loin d'être des privilégiés, là-bas, c'est des privilégiés en plus. Sans oublier qu'ils ont un statut de dominant. Voilà. Puisque c'est leur langue au-delà qui parlait. du côté économique. Et donc, pourquoi je dis ça? Je ne sais plus. Oui, donc il y a cette évolution-là. Mais par contre, pour avoir passé un peu de temps avec ces jeunes, je me dis peut-être qu'ils auront un discours différent. Pas tant que ça, en fait. On retrouve un peu le même discours. Sans nous, qu'est-ce qu'ils feraient? Ils n'y arriveraient pas. C'est des feignants. Alors, c'est moins prégnant parce que peut-être que c'est une autre génération qui sont moins paternalistes. Mais sinon, c'est toujours assez important quand même comme discours. Oui, il y a aussi une stratégie de juste je viens quelques années et après je me casse. Pour beaucoup, ils viennent là, ils s'amusent, ils en profitent pour se faire de l'argent, ils voyagent dans la région aussi, ils profitent quoi. Énormément. Et pour beaucoup, j'ai rencontré pas mal de profs, quelques profs jeunes qui étaient très politisés et qui étaient vraiment éberlués en fait par
l'absence de prise de conscience politique de leurs collègues, en fait, sur la situation, la situation sur place, sur la misère, sur les inégalités, sur comment étaient traités les Comoriens, etc. Alors, on parlait du récit historique officiel qui faisait de l'archipel un territoire qui avait toujours été en conflit. Alors, vous montrez que tu montres que c'est beaucoup plus complexe que ça et qu'il y a aussi une différence entre les politiques, genre les élites politiques et la population. Mais malgré tout, il faut noter qu'il a existé des animosités entre les îles et aussi entre Madagascar. Parce que sinon, comment expliquer en fait pourquoi un tel rejet de l'identité comorienne chez Mayotte alors même que, en fait, quand on lit ton livre, on comprend que, mais en fait, vous êtes beaucoup plus proche, mais 100 fois plus proche des autres archipels des Comores que des Français. Donc, comment expliquer ce rejet de l'identité comorienne ? En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a eu une fabrication du consentement, en fait. Et cette fabrication, elle a été travaillée dans les années 50 et 60. En gros, bien sûr qu'il y a des animosités. Ce sont des îles. Donc déjà, il y a un sentiment d'appartenance insulaire qui est assez fort. Et ensuite, effectivement, comme je le disais, dans l'histoire, il y a eu des cas de violence entre les îles. Mais il y a eu des cas de violence avec Madagascar, surtout avec des pillages vraiment d'une ampleur énorme, qui ont vraiment marqué les 4 îles et surtout Mayotte, en fait. Mais donc il y a une histoire qui est faite de violence, mais ce sont des épisodes. C'est pas toute l'histoire, c'est pas tout le temps, en fait. Et en fait, les partisans de Mayotte française, donc la petite élite économique qui voit son intérêt, elle, lorsque la question de l'indépendance se pose, à rester française, elle va mettre en avant des arguments qui vont, là aussi, essentialiser en quelque sorte. Donc en gros, prenons un exemple. L'une des étapes importantes qui a permis à Mayotte de se séparer des autres îles, c'est le transfert du chef-lieu. Donc le chef-lieu était à Dzaoudi, donc à Mayotte, depuis le début de la colonisation. Et au début des années 60, il a été transféré à Moroni, qui est donc sur la Grande Comore. Et ça a été transféré pour des raisons d'ordre politique, d'ordre organisationnel en fait de l'administration, et surtout ça a été avalisé par l'équivalent du gouverneur colonial à l'époque, c'est-à-dire par la France. Voilà. Mais ça a été présenté comme une décision des grands Comoriens, parce qu'ils voulaient la capitale chez eux, contre les Mahorais. Ça a été présenté comme ça. Et il se trouve que ça aurait pu ne pas avoir d'impact, sauf que cette décision, le transfert de la capitale, du chef-lieu, a provoqué une crise économique. Est arrivé à un moment où il y avait déjà une crise économique et elle s'est aggravée parce que tous les fonctionnaires sont partis. Et une partie de l'économie était liée à la présence de ces fonctionnaires. Et donc ça aussi, ça a été exploité en disant, vous voyez, si vous êtes dans une situation de misère, c'est pas à cause des Français, même si les Français n'avaient absolument rien fait durant la colonisation, c'est à cause des grands Comoriens. Pareil, en fait, il y a eu quelques commerçants enjoinés qui avaient fait fortune dans le commerce qui ont acheté des terres à Mayotte durant le XXe siècle. Et plutôt que de dire le problème c'est l'élite anjouanaise qui rachète nos terres, le discours a été de dire le problème c'est les Anjouanais qui viennent voler nos terres. Voilà. Donc ça a été une construction pour la base de discours xénophobes en fait, et qui a abouti à l'idée, et ça c'est des figures du mouvement pour Mayotte française qui me l'ont dit, entre deux colonisations, la colonisation comorienne ou la colonisation française, on préfère la colonisation française. Alors, il y a un problème à estimer qu'il y avait une colonisation comorienne, parce qu'il y a vraiment une histoire commune dans ce peuple. Mais c'est leur point de vue, en fait. Et c'est l'argument, surtout, qu'ils ont avancé, pour dire, bah oui, ok, on veut rester colonisé par la France, mais on préfère cette colonisation-là à celle des Comoriens. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des intérêts économiques ? C'est plus favorable économiquement d'être colonisé entre guillemets par Mayotte. Et est-ce que d'ailleurs la situation, alors on voit que on va en parler un peu plus tard, mais on voit que c'est quand même, il y a une crise économique, crise de l'eau à Mayotte et tout, mais est-ce qu'ils n'ont pas le sentiment que malgré tout c'est quand même mieux que d'être et tout le discours de si la France part Bah oui, carrément. Alors en fait, l'intérêt économique au début, c'est l'élite économique, comme je l'ai dit. L'intérêt, notamment pour certains d'entre eux, c'est parce que c'est des propriétaires terriens, notamment, et qui savent qu'avec la départementalisation, les terres prendront de la valeur, tandis qu'avec l'indépendance, elles pourraient en perdre. Bon. Ça, c'est un intérêt premier. Lorsque il s'agit de convaincre la population
population mahoraise de voter contre l'indépendance. Finalement, ces enjeux-là matérialistes, ils sont assez peu présents. Les enjeux qui sont mis en avant, c'est la liberté dans la France et contre le colonisateur comorien, quoi. Par contre, la question des intérêts matériels à être français, elle se pose vraiment à partir des années 80, puis des années 90 et des années 2000. Et là, elle devient majeure. C'est-à-dire, en gros, et c'est ce qu'un sociologue explique, que je cite dans le bouquin, en gros, il s'agit de monnayer l'acculturation, monnayer l'assimilation en fait. Ok, on s'assimile, mais en échange, il faut qu'on ait des avantages matériels en fait. Parce que c'était pour intégrer la France en tant que département, il y avait des logiques d'assimilation qui devaient respecter. Ouais, ça c'est l'histoire de la colonisation, l'histoire des autres départements d'outre-mer. Tu veux l'égalité, ok, mais ça passe par l'assimilation. Ça c'est le discours de la République coloniale française en fait. Si tu veux l'égalité, tu dois t'assimiler. Le problème c'est que c'est une quête sans fin, puisque chaque fois, il y a une nouvelle étape à franchir et finalement, on le voit aujourd'hui, ils n'obtiennent jamais l'égalité qui est voulue, mais ça fait partie du deal en quelque sorte. Voilà. Cet argument, il a été très fort côté mahorais dans les années 2000 où il disait, mais nous, on veut les mêmes avantages, on veut vivre de la même manière. Et c'est une citation d'un de mes chapitres, on a droit au camembert. C'est-à-dire, on a le droit d'acheter du camembert, même s'il n'est pas bon sur place et qu'il est super cher, il faut le faire venir. Il faut avoir le droit d'acheter du camembert parce qu'on veut être un Français comme tous les autres Français. Alors ça pose plein de questions d'ordre économique, d'ordre psychologique même, avec c'est une absurdité, cette aliénation. C'est une absurdité économique et philosophique, quelque part. Mais c'est le deal de l'assimilation en fait. Et aujourd'hui, c'est évident que pour l'immense majorité des Mahoraises et des Mahorais, il est hors de question de revenir dans l'ensemble comorien, ne serait-ce que parce que même si, du point de vue français, Mayotte, c'est le territoire le plus pauvre de France. C'est le territoire le plus inégalitaire de France, et de très loin. C'est un endroit où les salaires sont plus faibles, où il y a une vraie misère, où les gens vivent encore dans des conditions insalubres. Tu parlais de la crise de l'eau tout à l'heure. C'est là qu'on voit que c'est une colonie. Malgré ça, dans l'environnement qui est celui de Mayotte, ça fait figure aujourd'hui d'Eldorado. Le PIB de Mayotte est quasiment 10 fois supérieur à celui de l'Union des Comores. Il est quasiment 20 fois supérieur à celui de Madagascar. C'est ça toute la problématique de Mayotte en fait. C'est-à-dire que le fait que Mayotte soit restée française, ça participe, le fait que des fonds soient alloués à Mayotte, même si c'est insuffisant du point de vue des Mahorais, ça participe à déstabiliser l'ensemble de la région et à déstabiliser Mayotte elle-même, puisque du coup les gens de plus en plus veulent venir à Mayotte. Il y a 10 fois plus à côté, tu fais tout pour aller à côté. Et d'ailleurs, quand on lit ton livre, il y a aussi un paradoxe, c'est qu'on a l'impression que les Mahorais en font davantage pour que Mayotte soit française que les responsables politiques, que certains responsables politiques. Et qu'on a même l'impression que parfois les responsables politiques sont un peu gênés, veulent mettre le sujet de côté. Il y a aussi la question de la départementalisation. On a l'impression, et même on voit que ceux qui sont les plus fervents de la Mayotte française, ça a été beaucoup l'extrême droite. D'ailleurs, on voit le paradoxe quand on connaît la population mahoraise. Et d'ailleurs, certains, pour défendre maintenant la présence de Mayotte en France, de la Mayotte en France, vont dire c'est la volonté des Mahorais et en plus les Français n'ont aucun intérêt à ça parce que ça coûte de l'argent à la France. Est-ce que c'est vrai et qu'est-ce que répondre à cet argument de on fait ça juste pour les Mahorais? Alors il est faux évidemment, ça se saurait si les dirigeants français étaient guidés par un humanisme. Voilà. Non, ce qui s'est passé, effectivement, il y a toujours eu, dès les années 60-70, il y a toujours eu un combat au sein de l'exécutif français entre deux camps. Un camp qui voulait que Mayotte reste dans l'ensemble comorien, parce qu'ils estimaient qu'ils avaient une histoire commune et que c'était normal de faire ça. Ils étaient OK pour l'indépendance, mais c'était une indépendance factice, comme celle qui avait été accordée aux autres anciennes colonies sur le continent africain en 1960. D'ailleurs, souvent, ils citaient l'exemple du Gabon, qui est l'exemple par excellence de la colonie qui est devenue indépendante, mais qui est restée quelque part sous la coupe de l'ancienne métropole. Et il y avait un autre camp qui, lui, voulait la dislocation parce que les Mahorais voulaient rester français et il fallait leur accorder ce droit. Alors ceux-là, il y avait l'extrême droite, effectivement, notamment l'Action française, qui est un mouvement royaliste, maurassien, qui a appuyé à fond le combat des Mahorais, mais là,
parce que c'était la grande idée de Le l'Empire. symbole, c'est vraiment le symbole de la grandeur de la France. Voilà, et il faut rappeler que c'est à peine 10 ans après la perte de l'Algérie. Et pour eux, c'est une sorte de revanche. Enfin, on a un peuple qui, lui, veut rester français, quoi. Donc, on va les accompagner. L'armée, et puis, il y avait l'armée. Et l'armée, elle y voyait un intérêt très important, c'était de rester dans cette région, qui est une région stratégique. Le canal du Mozambique, c'est une route maritime très fréquentée, par notamment les pétroliers, notamment quand il y a un problème du côté du canal de Suez. Et donc, c'est un endroit qui est considéré comme super stratégique par toutes les puissances du monde, et donc c'est important d'y avoir un pied. Il se trouve que 2 ans avant la consultation des Comoriens, la France, qui avait une base à Madagascar, a perdu cette base, parce que le nouveau pouvoir à Madagascar a demandé aux Français de partir. Et donc, elle se retrouvait, si elle perdait en plus les Comores, elle se retrouvait sans rien dans la région. Donc, il y avait cet intérêt-là. Après, l'argument de ça coûte de l'argent, c'est un débat qui revient depuis le début de la colonisation, en fait. Ça va nous coûter cher, etc., etc. Alors, il y a eu plein de débats. Mais oui, en soi, ça coûte de l'argent à la France parce qu'il faut financer le développement, entre guillemets, de ces territoires. Mais il y a aussi, il y a aussi des intérêts d'ordre stratégique à être présent dans cette zone. Donc, c'est pas de oui, donc l'idée que en fait, les responsables politiques français sont un peu désintéressés par Mayotte et c'est juste pour répondre aux intérêts, à la volonté des Mahorais, c'est complètement faux. Non, c'est toujours une volonté d'influence et de puissance qui reste là. Par contre, l'idée qui est fausse, c'est de dire la France a absolument voulu séparer Mayotte des autres îles. En fait, ça a été fait d'une manière... c'était pas tout le monde qui voulait séparer Mayotte des autres îles. Ça s'est fait parfois même l'État a subi finalement les événements. Quand on discute même aujourd'hui avec des hauts fonctionnaires qui sont passés par Mayotte, beaucoup posent la question de ce territoire, ils ne savent pas vraiment quoi en faire. Il y a un ancien préfet qui a écrit un livre qui s'appelle « Que faire de Mayotte ?» En fait, c'est une question que se posent les dirigeants français depuis des années parce que c'est, pardon l'expression, mais c'est un gros merdier en fait, ce territoire. Mais il y a aussi la question de faire de Mayotte un département. Pourquoi c'est une question aussi essentielle pour les Mahorais? Et pourquoi les Français, il y a un peu plus de réticence par rapport à ça? Pour les Mahorais, c'était essentiel parce que pour eux, c'était la certitude institutionnelle qu'il resterait français. C'était présenté comme si on devient département, on ne pourra plus sortir, on sera dans la Constitution française, on ne pourra plus sortir. C'est fini, ce qui est faux. Ce qui est faux. D'ailleurs, l'histoire nous le montre, puisque l'Algérie, c'était 3 départements. Donc, c'est faux, mais ça a été présenté comme ça. Donc, pendant des années, le département a été considéré comme l'étape ultime du combat pour Mayotte française. Voilà. Pourquoi? Côté français, ils étaient plus réticents, parce qu'ils savaient que ça coûterait de l'argent, notamment, mais ils savaient que ça poserait des problèmes aussi, puisque c'est une société, comme toutes les autres sociétés d'outre-mer, en fait, qui vit avec des codes très différents de la société française métropolitaine, et du coup certaines lois sont pas forcément si applicables. Or un département, normalement, c'est toutes les lois de la République qui s'appliquent. Bon, on voit aujourd'hui que c'est pas le cas, finalement il y a plein de lois dérogatoires, mais en fait c'est l'idée du département, et c'est l'idée de l'assimilation. L'assimilation, elle est pas seulement de la société, elle est juridique. Et donc c'est pour ça qu'il y avait quelques réticences côté français, parce qu'ils se disaient ça va être très très compliqué. Et de fait, c'est compliqué. Oui, c'est ça. Et on voit encore une fois que c'est une colonie, non pas seulement du point de vue économique, du fait que c'est le territoire le plus pauvre de France, que la majorité de la population vit dans la misère. Il y a aussi les modes de vie qui sont totalement différents. Et on a l'impression qu'il y a un peu un laisser-faire et un embarras de la part de la France, notamment parce que les gens ont l'air d'oublier que Mayotte, c'est un territoire qui est composé principalement de musulmans, et que l'islam a régi, alors à la manière mahoraise, mais l'essentiel de leur vie, le mariage, l'école et tout. Et est-ce que ça existe encore? Est-ce que quand on voit en France le niveau d'islamophobie qu'il y a en France, comment ça se passe à Mayotte? C'est une bonne question, et paradoxalement, c'est peut-être l'une des choses plutôt positives en fait à Mayotte, c'est-à-dire que même s'il y a eu des tensions parfois, l'État français a essayé de tolérer, ce qu'il ne fait pas ici, de tolérer quelque part les pratiques de l'islam qui aujourd'hui ici seraient considérées aujourd'hui comme anti-républicaines. Prenons l'exemple par exemple des filles qui mettent un voile. Alors et qui vont au collège ou au lycée avec un voile. En fait. Il y a eu un débat.
il y a eu une loi qui a été votée, quand la loi de 2004-2005, je ne sais plus trop, sur le voile a été votée. Elle a été votée également pour Mayotte à la demande du député de Mayotte, qui était un député UMP, RPR, UMP, LR. Voilà. Mais en fait, il y a une grande tolérance et aujourd'hui encore, les filles peuvent rentrer avec leur voile parce que c'est considéré là-bas comme étant plus qu'un message politique, c'est considéré comme relevant quelque part d'un atour culturel et esthétique. D'accord. Voilà. Donc, c'est le folklore voilà, de Mayotte. C'est le folklore de Mayotte. Donc là-bas, on le tolère en fait. Voilà. Alors certains, ça dépend aussi. Quand on a un directeur d'établissement un peu zélé, il le tolère pas forcément. Mais les directifs sont de dire, ça fait partie de la culture locale. De même, pendant très longtemps et encore aujourd'hui, même si c'est moins important, il y a eu une coexistence entre l'école coranique et l'école de la République. Et ça a été là aussi toléré pendant très longtemps en fait. Même si chez les enseignants ça tiquait pas mal. Oui, mais parce qu'il y avait une mauvaise image de l'école coranique. Les gens pensaient que c'était uniquement l'apprentissage du Coran sans réfléchir en fait. Ouais. Alors que c'est surtout l'apprentissage de la vie en société. Oui. Mais bon, ça, ils ne le voyaient pas forcément. Mais mais il y a quand même eu cette coexistence. Donc sur cet aspect-là, à la limite, il y a des choses peut-être à aller chercher à Mayotte. De voir que c'est possible de tolérer, ça ne provoque pas des troubles à l'ordre public d'une jeune fille qui porte le voile à l'école. Ouais, tout à fait. Mais, et c'est intéressant aussi cette question du mode de vie. Alors je mets islamique entre guillemets parce que tu montres que c'est aussi des spécificités mahorais, c'est un mélange des deux, mais on voit que là ça provoque des tensions. On a l'impression qu'il y avait des contradictions qui ne s'y attendaient pas. Et c'est l'idée que si on intègre la France, il faut qu'on soit moins des Mahorais entre guillemets. Est-ce que tu penses que ça c'est quelque chose qui va amener forcément l'explosion, ou est-ce qu'on est plutôt dans le sens où petit à petit les Mahorais vont accepter de perdre ce qui faisait leur identité et qui les rattachait aux îles des Comores? J'ai pas la réponse. Ce que l'on voit, c'est que quand même il y a une jeunesse qui est comme toutes les jeunesses de partout, qui est mondialisée en fait, et donc qui petit à petit s'éloigne de ce qu'on pourrait qualifier de la tradition. C'est pas propre à la jeunesse mahoraise, on retrouve ça dans la jeunesse comorienne d'ailleurs. La différence par contre, c'est que du côté des autres îles, des Comores, on a quand même une société qui est encore régie par certaines règles. Donc autant la jeunesse essaye de s'en émanciper, autant elle est parfois quand même rattrapée par le fonctionnement de la société. Alors qu'à Mayotte, ce fonctionnement a explosé de par la présence de l'État français, du changement des règles. Par exemple, il y a des acteurs qui jouaient un rôle assez important pendant des années, c'est les cadis, qui jugeaient des conflits, par exemple. Mais eux, ils ont été dévitalisés, entre guillemets. C'est-à-dire que petit à petit, on leur a enlevé toutes leurs prérogatives parce que dans le cadre de la départementalisation, ils devaient faire perdre leur pouvoir. On voit quand même qu'encore aujourd'hui, ils continuent, mais d'une manière officieuse, à jouer un rôle important dans le règlement des conflits. Il y a une tolérance un petit peu de la part... Il y a une tolérance de la part... Ça leur sert un peu... il y a une tolérance, mais en même temps qui est liée à la fois parce que les autorités savent ce qui se passe, mais aussi elles n'ont pas les moyens de toute manière de lutter. Pourquoi ? Parce que en gros, c'est toute la problématique à Mayotte. Donc, il y a cette acceptation de l'assimilation, puisqu'ils ont voulu être français. Mais ça, c'est en public, c'est de façade. En réalité, dans la vie privée, on continue à vivre comme on l'entend, et comme des Comoriens, en réalité. Donc, par exemple, j'allais donner l'exemple de la polygamie. La polygamie, pendant longtemps, a été tolérée par l'État français, jusqu'au milieu des années 2000. Et puis au bout d'un moment, ils ont dit, maintenant on arrête, sauf ceux qui ont gardé leur statut de droit local, mais qui sont de moins en moins nombreux. Donc ça a été toléré pendant des années, mais maintenant c'est interdit. Sauf qu'on voit que ça continue. Et d'ailleurs, il y a eu une étude qui montre que le pourcentage d'hommes polygames est toujours le même aujourd'hui qu'il y a 30 ans quand la polygamie était encore autorisée. Mais comment ça se fait ? Sauf que maintenant, c'est officieux. Avant, c'était officiel, c'était légal. Maintenant, on a une femme légalement, et puis après, on a une ou deux, parfois 3 femmes de manière officieuse. Souvent, d'ailleurs, ce sont des femmes qui viennent des autres îles. Et donc, tout ça pour montrer qu'il y a une espèce de contradiction permanente, de schizophrénie, c'est clair, entre d'un côté ce que l'on montre en façade à l'État français parce qu'il faut montrer qu'on veut être français, et d'un autre côté la manière dont on vit et où beaucoup de gens finalement sont attachés à ce mode de vie qui est un mode de vie comorien. Et comment on peut interpréter le regain d'intérêt qu'il y a actuellement autour de la question de Mayotte
Est-ce que c'est dû à une avancée idéologique de la part des militants de Mayotte pour montrer qu'ils sont français? Est-ce que c'est dû aux crises majeures qu'on a actuellement? Notamment, il y a eu la crise de l'eau, mais il y a aussi la crise sécuritaire, on va en parler juste après, et qui a amené notamment l'opération Wambushu. Ou est-ce que c'est aussi une volonté politique française? On voit notamment Darmanin de pouvoir montrer sa détermination. Et Mayotte, c'est un bon territoire d'exercice pour montrer, et notamment aussi pour mettre petit à petit, faire accepter certaines lois. On l'a vu notamment avec la question du droit du sol et du droit du sang. Ou est-ce que c'est un mélange des trois? Comment ça se fait que c'est revenu d'actualité là? C'est revenu d'actualité parce qu'il y a eu l'opération Wambushu. Donc là, c'était vraiment un coup de com' de Darmanin. Les médias sont rentrés dans le jeu sans problème. Mais c'était vraiment un coup de com' parce qu'il annonçait des expulsions en masse, mais il y avait déjà des expulsions en masse. Il annonçait des destructions de bidonvilles, mais il y avait déjà des destructions de bidonvilles. En fait, c'était surtout un coup de communication. Voilà. Mais effectivement, qui a permis de mettre en lumière Mayotte. Ensuite, il y a eu la crise de l'eau, donc on en a parlé, parce qu'il faut savoir quand même que les gens vivaient 2, 3, 4 jours d'affilée sans eau. En France, effectivement. Donc c'était un problème. Après, il y a eu le choléra qui est revenu. Bon, bref, effectivement, on en parle. Très clairement, pour la droite française et encore plus pour l'extrême droite, Mayotte, c'est un laboratoire digne d'intérêt. Pourquoi? Parce que toutes les politiques anti-migrants, notamment, peuvent être exercées, mises en place à Mayotte, et ensuite éventuellement être répercutées dans l'outre-mer en général, et puis ensuite pour l'ensemble du territoire. Et il y a un cas très précis, tu viens de parler, c'est le droit du sol. Le droit du sol, ça fait des années que l'extrême droite rêve d'y mettre fin. Il se trouve qu'à Mayotte, les élus mahorais, depuis quelques années, une partie des élus mahorais réclament l'abrogation du droit du sol, au prétexte que ça permettra de juguler les flux de migrants qui viennent des autres îles. Bon, c'est beaucoup plus complexe que ça en réalité, mais c'est leur discours. Le droit du sol, ça sera mal parti. Voilà. Mais pour l'extrême droite, c'est génial. C'est génial, puisqu'on a des gens qui veulent abroger le droit du sol. Il y a déjà eu, en 2018, un texte qui a permis de ratiboiser, quelque part, le droit du sol, puisqu'il a été à Mayotte, puisque maintenant, ce n'est pas les mêmes règles qui s'appliquent pour les enfants qui sont nés à Mayotte de parents étrangers que pour les enfants qui sont nés en France ou ailleurs de parents étrangers. Mais là, il y a vraiment la question qui se pose de l'abrogation du droit du sol total. Et l'une des deux députées de Mayotte, Estelle Youssoufa, a fait une proposition de loi en ce sens. Quand on voit le gouvernement actuel, on se dit que c'est tout à fait possible. Et l'extrême droite attend avec impatience, parce qu'évidemment, si on commence par Mayotte, après, on pourra le généraliser. En tout cas, c'est ce qu'espère l'extrême droite. Et là, on a parlé de la droite et de l'extrême droite. Tu juges comment le rapport de la gauche avec Mayotte? Ça a l'air un peu compliqué. Très compliqué. Très compliqué, parce que en fait, la gauche ne s'est jamais se positionner sur Mayotte. Prenons le cas du programme du nouveau front populaire des dernières législatives. Là. Bon, c'était des banalités où, en gros, ils disaient qu'il fallait envoyer de l'argent, il fallait développer le système sanitaire, le système scolaire. Très bien. D'un point de vue français, en fait, une demande d'égalité, on y répond quand on est de gauche. Ok, très bien. Sauf qu'on oublie de se poser les questions qui sont majeures. Quelles conséquences ça va avoir si on envoie encore plus de fonds pour Mayotte et donc pour répondre à la demande d'égalité des Mahorais? Quelles conséquences ça aura pour l'ensemble de la région et pour l'île de Mayotte en elle-même? Ça aura une conséquence de déstabiliser encore plus le territoire. Par ailleurs, mais ça il faut quand même le dire, on le voit dans les gens qui sont de gauche et qui vivent à Mayotte, il y a un fonds colonial qui est encore très important, y compris au sein de la gauche en fait. Et il suffit d'entendre certains dirigeants politiques de gauche défendre cet empire présent dans les 4 coins du globe et tout ça. Enfin, voilà, c'est quelque chose de problématique qu'il faudra un jour interroger. D'où la France en fait a besoin de cette influence-là, d'être présente dans tous les océans et dans tous les continents du pays. C'est une question que la gauche ne pose jamais. Oui, bien sûr, c'est l'angle mort principal en ce moment. Sur la question sécuritaire, on a parlé d'opération Wambushu et c'est vraiment le grand débat du moment à Mayotte. C'est le grand angle qui est pris pour défendre l'intervention forte, autoritaire et répressive de la France. Et avec notamment la question de la montée de l'insécurité et la question des mineurs isolés. Et toi, tu ne nies pas la réalité de l'insécurité et de cette question des mineurs isolés, mais c'est là, et c'est vraiment super intéressant dans le livre, tu montres que, mais ce qui est fou là-dedans,
c'est que tout ça est dû à la situation coloniale, notamment en partie aussi de la départementalisation, mais en fait de règles de l'administration française qui a créé des ruptures et qui a créé des situations qui sont catastrophiques pour les gens, c'est ça? Ouais. En fait, après avoir disloqué l'archipel, on a disloqué les familles qui vivaient à Mayotte. Donc on a fabriqué des étrangers. Voilà. C'est-à-dire, juste j'explique rapidement, c'est-à-dire que d'abord on a imposé une frontière, un visa et donc une frontière. Déjà, ça n'a pas de sens pour les gens de la frontière de Mayotte. Ça n'a pas de sens. Et même après que la frontière a été mise en place, ça n'avait pas de sens. Les gens ont continué à circuler, mais clandestinement cette fois-ci. Oui, il faut le rappeler aux gens, c'est pas naturel cette idée de frontière. Bah non, nulle part d'ailleurs. Oui, voilà, c'est ça. Et ensuite, une fois qu'on avait créé cette frontière, eh bien, il a fallu créer des étrangers à Mayotte sur des bases qui sont ubuesques en fait, souvent, parce qu'on se retrouve avec des gens qui sont nés à Mayotte, qui ont grandi à Mayotte, qui ont fait leur scolarité à Mayotte, certains qui travaillent à Mayotte et qui se retrouvent lorsqu'ils arrivent à la majorité comme des étrangers. On leur explique qu'ils ne sont pas chez eux alors qu'ils ont toujours vécu sur cette île. Et donc on a fabriqué littéralement des étrangers. Et en fabriquant ces étrangers, notamment au milieu des années 2000, où on a commencé à les expulser en masse, c'était Sarkozy, le ministre de l'Intérieur. Quand on a commencé à mener cette politique-là, ultra répressive, on a fabriqué des mineurs isolés. Ouais. C'est-à-dire qu'on a expulsé en masse, et dans les expulsions, il y avait notamment des femmes, et notamment des mamans ou des tatas, qui s'occupaient d'enfants, et qui ont été expulsées sans les enfants, soit parce qu'elles disaient qu'elles n'avaient pas d'enfants, et puis elles espéraient revenir au plus vite, et elles ne voulaient pas qu'ils soient déscolarisés, soit parce qu'elles n'avaient même pas le temps de le dire, elles étaient expulsées dans la foulée, et on s'est retrouvés avec des gamins. Alors au début, ils étaient pris en charge par le voisinage, ou par les cousines, ou par les tantes, mais ce n'était pas tenable sur le long terme. Et ces gamins se sont retrouvés, des gamins parfois de 10 ans, se sont retrouvés livrés à eux-mêmes, ils se sont organisés en bande, et puis ils ont commencé à mendier. On a vu le phénomène arriver en 2006-2007. On a vu des gamins commencer à mendier devant les supermarchés ou à faire les poubelles. Puis ils ont commencé à voler dans les champs, des bananes, des mangues. Et puis ensuite, ils ont commencé à cambrioler des maisons. D'abord les maisons des Blancs, parce que c'est là où il y avait un peu de richesse. Et ensuite, toutes les maisons, en fait. Et puis petit à petit, ils se sont organisés en bande, et du coup, ça a abouti à des violences entre bandes ou des violences contre des individus. Et aujourd'hui, on est dans une situation de véritable insécurité. Le problème, c'est que c'est l'État français. N'est pas faux. Non, c'est une vraie réalité. Les chiffres le démontrent et la vie au quotidien le démontre en fait. Aujourd'hui, il y a 20 ans, tu pouvais te balader à Mayotte sans craindre quoi que ce soit. Aujourd'hui, très clairement, quand tu sors le soir, tu sais qu'il peut t'arriver quelque chose éventuellement. Et les cambriolages sont très nombreux. Le problème, c'est que le discours des politiques, c'est de dire c'est la faute aux étrangers. Or, des gens qui étaient là depuis... Déjà, les études sociologiques montrent que d'abord, non, c'est pas que des étrangers. Et ensuite, parmi ces étrangers, il y en a qui devraient pouvoir prétendre finalement à être français. Donc, c'est pas une question d'étranger ou de pas étranger, c'est une question d'inégalité sociale très profonde, et c'est une question de responsabilité de la politique étatique. C'est lui qui a fait qu'on a des enfants qui sont aujourd'hui abandonnés. Ils étaient 200, 300 au début, aujourd'hui on estime qu'ils sont peut-être 4000, 5000 ou 6000. C'est une bombe à retardement. Dès 2006-2007, les travailleurs sociaux disaient attention, bombe à retardement. Aujourd'hui, elle explose à la gueule de tout le monde. Parce qu'il y a eu il y a eu la difficulté déjà de mettre des règles d'administration qui n'étaient pas adaptées à la population, que certains ne connaissaient pas les règles et tout. Il y a aussi la question de l'alphabétisation. Il y a aussi, c'était pas dans les logiques qu'il y avait. Et il y a aussi la logique d'expulser le plus grand nombre, qui a amené le fait qu'il y a de plus en plus de gens qui étaient complètement isolés. Aujourd'hui, on estime la population, l'INSEE estime la population de Mayotte à 310-320 000 habitants, et l'État français expulse chaque année entre 23 000 et 25 000 personnes. Donc si tu fais un ratio, on est à pas loin de 10% de la population qui est chaque année expulsée du territoire. Beaucoup reviennent, mais d'autres meurent en mer quand même, il faut le dire, parce que la traversée est dangereuse. Mais je ne sais pas si on se rend compte, quasiment 10% de la population qui est transférée en fait chaque année. C'est monumental. Donc ça se retrouve au quotidien où on voit des flics courir après des gens, les mettre dans ce qu'on appelle les paniers à salade, des camions bleus grillagés de la gendarmerie, les amener au centre de rétention, et puis ils sont expulsés parfois le jour même en fait. Donc on est dans cette situation-là où c'est une politique ultra répressive, et qui a abouti à disloquer des familles, à disloquer la société en réalité, puisqu'il n'y a plus de... Il n'y a plus de lien, et déjà, on est dans une génération où les liens se distendent avec les générations précédentes, de par la mondialisation, de nouvelles références, etc., etc. Mais là, en plus, ça a été accéléré par l'action de l'État français.
Et en plus, je veux dire, pour que les gens se rendent compte, c'est qu'ils sont déplacés à des endroits qu'ils ne connaissent pas. Parfois, je veux dire, ils n'ont aucun lien familial, ils ne connaissent personne, ils sont livrés à eux-mêmes. Ils ont forcément un lien familial, parce que comme je le disais, chaque famille a des liens dans les autres îles, mais par contre, pour beaucoup de gamins, c'est la première fois qu'ils se retrouvent, ils sont expulsés à Anjouan. Anjouan, c'est l'île la plus proche. Mais ils ne connaissent pas Anjouan. Ils ont toujours vécu à Mayotte. Ils sont nés là-bas. Ils ont grandi à Mayotte. Ils ne connaissent rien. Ils sont envoyés dans un endroit qu'on présente comme étant chez eux, alors qu'ils ne connaissent rien à cet endroit. Alors, c'est sûr que s'ils retournent dans le village familial, ils trouveront de la famille, en fait. Mais ils ne connaissent rien. Ils ne sont pas chez eux. Pour le coup, ils sont devenus des étrangers de là-bas. Mais en fait, en voyant la situation et en lisant ton livre, il y a aussi, on se dit, mais c'est quoi leur volonté en fait? Qu'est-ce que serait pour eux la politique idéale? Parce qu'en fait, on voit que le tout répressif, il n'a pas de fin. Et au final, on a presque l'impression que la volonté des Mahorais, de Mayotte, c'est de construire un mur autour de l'île. Mais même ça ne suffira pas. Il y aura toujours des gens qui viendront. J'ai l'impression que leur futur est condamné à être dystopique. Ouais, en tout cas, aujourd'hui, quand on écoute les principaux responsables politiques de Mayotte, c'est ce qu'ils défendent. Et tu parles de mur, mais c'est Darmanin lui-même. Il a annoncé en janvier 2024 qu'il allait mettre en place un rideau de fer. Un rideau de fer entre Mayotte et les autres îles de l'archipel. Bon, donc enclaver Mayotte, quoi. Déjà, c'est philosophiquement très problématique, humainement catastrophique, et surtout, c'est pas réalisable en fait. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que tu veux vraiment construire un mur dans la mer en fait? C'est ça l'idée. Donc ça n'a pas de sens. Et le problème, c'est qu'on est dans une logique de toujours de la politique du pire, toujours aller vers le pire en fait. Et c'est pour ça que l'extrême droite fait de si bons scores à Mayotte en fait. C'est parce que les discours publics dominants sont des discours de toujours la répression, toujours l'étranger. Les discours xénophobes qui ont été développés dans les années 60 pour essayer de séparer les Mahorais des autres îles, ils ont perduré tout du long et aujourd'hui ils sont omniprésents. Et on se retrouve à discuter avec des gens. Moi j'ai une amie qui m'est très chère, qui m'a tenu le discours suivant. Chez les délinquants, tu ne trouveras pas un seul Mahorais. Mais elle était sérieuse en me disant ça. Je lui disais, mais t'es pas sérieuse. D'abord, les études montrent le contraire. Puis même toi, t'en connais forcément des gamins qui sont du village. Mais non, parce que les discours ont imprégné les esprits, ça, en fait. Ils ont besoin de se convaincre de ça. Oui, parce qu'encore une fois, il y a une haine qui s'est développée contre les Comoriens, qui fait que on ne veut voir les mots de l'île de Mayotte sont forcément liés aux Comoriens en fait. Très peu de gens commencent à se dire peut-être que c'est la France le problème. Ouais. Ça commence un petit peu à arriver. On commence à l'entendre. On commence à remettre en cause le lien colonial. En fait, entre la France et Mayotte. Ils commencent à s'intéresser à ce qui se passe en Kanaki, à ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Voilà, ils se posent des questions. Certains se posent vraiment des questions. Mais de là à remettre en cause la voie qui a été choisie, on n'en est pas là pour l'instant. Mais vu l'excès de zèle qu'ils ont fait pour devenir français et voir les inégalités qui persistent, ça commence à se questionner. Il y a aussi la difficulté sur la situation. Et parfois là où je me suis un peu perdu, c'est de voir les différents courants à Mahor. Entre les différents indépendantistes, il y a les indépendantistes, il y a les départementalistes. Est-ce que tu peux faire un petit peu un point sur ça et nous dire s'il existe aussi des indépendantistes qui voudraient relier avec l'archipel de Comores? J'ai l'impression que ça n'existe pas en ce moment. Bon, non, ça n'existe pas ou quasiment plus. Pour faire simple, dans les années 70, il y a deux camps. Il y a d'un côté donc les indépendantistes qui veulent rester dans l'ensemble comorien et qui veulent l'indépendance. On les appelle les serrer la main. Et d'un autre côté, il y a ceux qui sont pour Mayotte française qui deviendront les départementalistes et qu'on appelle les Soroda. Voilà. Et ces camps, c'est pas seulement des mouvements politiques, c'est aussi des milices. Où parfois il y a des batailles vraiment très violentes entre ces deux camps. Donc, mais après la consultation de décembre 1974, donc quand les Mahorais optent pour rester français tandis que tous les autres habitants des autres îles votent pour l'indépendance, tous ceux qui étaient pour l'indépendance sont chassés de Mayotte. Chassés, alors soit littéralement, ils sont mis dans des boutres et envoyés vers l'île d'Anjouan, soit symboliquement, ils sont marginalisés dans la vie du village.
Ils ne pourront redevenir des acteurs de la vie villageoise que lorsqu'ils auront fait amende honorable et lorsqu'ils se seront excusés et qu'ils auront quelque part dit bon, mais ok, maintenant je suis pour le département, pour Mayotte française. Et ça a donné une situation de discours dominant, excluant toute autre possibilité de discours en fait. Et donc c'était très difficile pour des indépendantistes de prendre la parole publiquement. Et de fait, il y a pendant des années un parti qui s'appelait le Front démocratique qui développait l'idée qu'il fallait retourner vivre avec les autres îles des Comores, mais qui n'a pas réussi à revitaliser en fait le mouvement. Et donc les militants ont pris de l'âge, se sont fatigués, et puis aujourd'hui ils sont quasiment inaudibles. Et de toute manière aujourd'hui l'idée même de revenir dans l'ensemble comorien est inaudible, absolument inaudible. Certains le pensent. Tu peux pas tenir le... Non, tu peux pas. Juste en privé. En privé. Certains peuvent le dire en privé, mais en public, personne ne le dira. C'est explosif. Tu es tout de suite marginalisé. C'est pas seulement que tu ne vas pas être écouté, c'est que c'est aussi dangereux ou pas pas forcément dangereux physiquement, mais encore une fois, si tu es marginalisé socialement, c'est un vrai problème dans un endroit où il y a encore une vie en communauté qui est importante en fait, qui est majeure. Voilà, les étapes de la vie, c'est pas dans le petit noyau familial, c'est dans la communauté villageoise en fait. Donc si tu es marginalisé de ça, tu es marginalisé de toute ta vie. Donc c'est très difficile de prendre le risque en fait de développer un discours qui propose une autre voie en fait. Alors il y a certains même responsables politiques qui essayent. Ceux qui vont le plus loin, ils disent pas on va retourner avec les Comores, ils disent pas on va demander notre propre indépendance, ils disent mais le département quand même, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. C'est pour toi, c'est la première étape peut-être ? Ça peut être une première étape. Je sais qu'il y a des gens qui étaient indépendantistes dans leur jeunesse, qui ne le sont plus officiellement aujourd'hui, et qui sont ceux qui critiquent le département. Est-ce qu'il y a une arrière-pensée derrière ? Ou est-ce que, finalement, ils se disent on peut aussi rester dans la France sans être département ? Effectivement, l'histoire d'autres territoires d'outre-mer montre qu'il y a des voies possibles là-dessus. Mais est-ce que derrière, il y a l'idée que dans plusieurs années, dans plusieurs générations, Mayotte réintégrera son environnement, on va dire, culturel et social. Peut-être, mais c'est très difficile de le dire publiquement, ça. Ouais. Pour toi, ce serait l'idéal que ça rejoigne... L'idéal, non, dans le sens où les Mahorais et les Mahoraises ne le veulent pas aujourd'hui. D'accord. Donc ça n'a pas de sens de vouloir leur imposer quelque chose contre lequel ils se battraient, littéralement, en fait. Donc non, ça ne peut pas être idéal. Pour moi, l'idéal, déjà, c'est de briser ce mur qu'on essayait de construire depuis des années et de renouer le dialogue entre des gens qui sont des frères et des sœurs. Voilà, ça, c'est la première étape. Et après, à eux... d'inventer quelque part l'architecture institutionnelle qui leur permettra peut-être, ne serait-ce que de coexister en fait. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, même cette idée de coexistence, elle est sapée en fait par les discours xénophobes, excluants. Déjà, revenons à un discours qui est de dire de toute façon, on est dans le même endroit, on a la même histoire, on a choisi des voies différentes, mais essayons de vivre ensemble. Certains le tiennent ce discours. Voilà, certains le tiennent ce discours, mais c'est très difficile dans le contexte actuel où l'idée c'est d'indexer les étrangers et d'en faire les boucs émissaires de tous les problèmes de l'île en fait. Et là, on parlait de Mayotte, mais est-ce que tu sais si aux Comores il y a des mouvements, il y a des discours qui sont élaborés vis-à-vis de Mayotte. Bien sûr. Pas de récupération, mais peut-être de... Est-ce que ça existe ? Alors, il faut savoir que l'État comorien considère Mayotte comme un territoire comorien. Même maintenant. Même maintenant. Il faut savoir que selon l'ONU, Mayotte est un territoire comorien. Selon l'Union africaine, Mayotte est un territoire comorien. D'accord. Il faut savoir, donc, régulièrement, les responsables politiques revendiquent Mayotte. Mais les responsables politiques sont tenus par une espèce de coopération malsaine avec la France qui donne beaucoup d'argent pour que, quelque part, ils se taisent. On achète le silence. Par contre, au niveau de la société civile, il y a quand même des militants qui continuent à revendiquer Mayotte comme étant comorienne. Et quand on discute avec des Comoriens, en fait, c'est quelque chose qui est très important quand même, encore, pour eux. Quand on va se balader à Moroni, il y a une pancarte qui n'a pas bougé depuis des années, qui dit Mayotte est comorienne et le restera à jamais. À Mayotte, d'ailleurs, il y a une pancarte qui dit le contraire. Mayotte est française et le restera à jamais. Voilà, on est dans cette logique-là, mais c'est quelque chose à laquelle les Comoriens sont quand même très attachés. Parce qu'ils sont conscients aussi que ça joue sur la déstabilisation de leur île. Il y a une histoire derrière tout ça, que la déstabilisation de leur pays
elle est liée aussi au fait que Mayotte est restée française. Pas seulement parce que Mayotte aujourd'hui se développe plus vite que les Comores, mais parce qu'il y a toute une histoire de mercenaires français qui sont allés, qui ont joué un rôle, qu'il y a eu de coups d'État, qui ont été plus ou moins téléguidés par la France. Livre, ouais. Voilà, tout ça a fait que le fait que Mayotte soit restée française a participé à la déstabilisation de l'archipel et n'a pas permis, il y a d'autres raisons, hein, les responsables politiques ont leur responsabilité, mais n'a pas permis à l'archipel, quelque part, de se construire d'une manière un peu sereine au moment de l'indépendance. Ouais, tu fais tous ces détails dans le livre. Il y a Bob Denard, non, notamment. Bob Denard a eu une grande histoire avec les Comores. On l'appelait le vice-roi là-bas. Ouais. Donc je laisserai les gens découvrir cette histoire. On me demandait dans le chat, du coup, c'est qui la députée de gauche face à Youssoupha? Alors, il n'y a pas de député de gauche. Ouais. Il y a 2 députés à Mayotte. Ouais. Donc il y a Estelle Youssoupha qui siège au centre de l'hémicycle chez Lyot. Donc c'est les En gros, Lyot, c'est quoi? C'est les macronistes, mais qui ne s'assument pas totalement de macronistes. Et qui tient des discours, attention, hein, vraiment dignes de l'extrême droite. Ouais. Et maintenant, donc, la nouvelle députée élue en juillet dernier, c'est Anchia Bamana, c'est une députée Rassemblement National. Ah, d'accord. Il faut savoir que aux dernières législatives, pour la première fois dans l'histoire de l'outre-mer français, 2 élus du Rassemblement national ont été donnés par l'outre-mer. Un a été élu à La Réunion et une à Mayotte. D'accord. Le RN à Mayotte, dernière élection présidentielle, Marine Le Pen, elle fait 40% au premier tour, 60% au second tour. Ouais, c'est des scores énormes. Il y a les communes immigrées, genre l'île de la Réunion, de la métropole, ils en pensent quoi? Mais moi j'ai l'impression que Mayotte va plus à l'île de la Réunion que les gens de la Réunion viennent à Mayotte, non? Ah oui, oui. Mais donc toi, les communes immigrées, genre l'île de la Réunion, de la métropole, ils en pensent quoi? Il n'y a pas vraiment de... Non, il y en a pas, il y en a pas des masses. C'est plutôt dans en le fait. sens inverse, quoi. Beaucoup dans le sens inverse, surtout depuis quelques années, puisque Mayotte n'est pas seulement un endroit où l'on va, pour notamment les Comoriens ou les Malgaches, c'est un endroit que l'on fuit aussi, pour les métropolitains de plus en plus, mais aussi pour les Mahorais. Qui connaissent une meilleure situation. En fait, ils veulent fuir notamment l'insécurité, ou ils veulent donner une meilleure éducation à leurs enfants, donc ils vont à La Réunion. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à La Réunion, ils se retrouvent dans des quartiers avec les Comoriens, parce qu'il y a eu une forte immigration comorienne à La Réunion, et ils sont considérés par les Réunionnais comme des Comoriens, comme les autres, en fait. On les appelle les bandes Comores, en fait. Et ils sont stigmatisés, et ils sont victimes de discours racistes à leur tour. Moi, j'aurais une dernière question. Je vais voir s'il y a encore une question du chat. Pour terminer, on voit dans ton livre que tu donnes des pistes à explorer pour voir comment sortir de cette situation. Mais malgré tout, moi, j'ai fermé le livre. Je me suis dit, j'étais optimiste. Je me suis dit, putain, on n'est pas dans la merde. En tout cas, à Mayotte, je suis un peu... on n'est pas sorti de l'auberge. Est-ce que toi aussi, tu es optimiste? Est-ce que toi aussi, tu es pessimiste ou non? Non, mais moi je suis d'un naturel pessimiste déjà, et 2, non, je suis assez pessimiste. Je suis assez pessimiste parce que la situation était déjà très compliquée il y a 20 ans, et chaque fois que j'y suis retourné ces dernières années, elle empire en fait. Que ça soit dans les discours haineux, que ça soit dans les inégalités sur place. Alors, il y a des choses bien aussi qui sont faites, mais la situation globale, elle empire. Et en fait, la France a créé un espèce de monstre institutionnel, c'est vrai qu'on a du mal à voir comment s'en sortir, puisque, comme je le disais tout à l'heure, pour les Mahorais et les Mahoraises, il est hors de question aujourd'hui de revenir dans l'ensemble comorien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas les contraindre à ça, mais en même temps, il faut essayer d'inventer une manière, quelque part, d'abord de se décoloniser vis-à-vis de la France. C'est quand même quelque chose, qui me semble important pour tous les peuples, en fait, de se décoloniser. Surtout qu'on a envie de leur dire, mais votre idéal d'intégration à la France n'arrivera pas. Oui, et ça, ils s'en rendent compte. Oui, voilà, ça, ils s'en rendent compte. Ouais, tu penses que ça arrive à... Oui, ça commence. Effectivement, ils se rendent compte que cette égalité qu'ils appellent de leur vœu, ils ne l'obtiennent pas. Ils ont beau faire des manifestations, ils ne l'obtiennent pas. C'est un processus très long, on le voit dans les Antilles. C'est un processus, en fait, ad vitam aeternam. Il faut se battre pour essayer d'acquérir cette égalité. Donc, oui, il y a une vraie frustration, il y a une vraie désillusion par rapport à ce département qui était censé apporter tous les fruits de la fortune et qui, en fait, a apporté plus de problèmes. Mais aujourd'hui, dans les discours publics, on n'en est pas encore à remettre en cause ça. Et c'est vrai que c'est difficile de voir une petite porte de sortie dans cette histoire, en fait. Moi, j'essaye de proposer une troisième voie. Comme je le dis, elle est très étroite. Mais à mon sens, c'est la seule possible. C'est la seule viable, parce que c'est la seule humaine, en fait. Ouais, bien sûr. Mais bon, pour sortir de ça, c'est très compliqué.
J'aurais une dernière question de Merchel Chicken. Scénario gravissime, mais on voit quand même se développer une situation potentiellement hyper violente de type Rwanda. Ouais, c'est souvent la référence, le type Rwanda. Alors c'est peut-être un peu poussé à l'extrême, mais par contre, très clairement, il y a une crainte. De guerre civile Je sais pas, c'est peut-être un trop peu fort comme terme. sensationnaliste, ouais. Tu vois, on parle de pogrom, de guerre civile, de Rwanda. Non, je pense pas. Par contre, des violences. D'abord, il y en a déjà. Ouais. Régulièrement, il y a ce qu'on appelle des décasages, des collectifs qui vont chercher des étrangers chez eux dans leur maison, qui vont les chasser de leur maison et du village et dire Ouais. tu t'en vas. D'accord. Donc déjà, c'est quand même des actes de violence énormes. Ouais. Il y a la violence liée à la délinquance, Ouais. qui est une violence sociale aussi, Ouais. tu vois. Donc il y a déjà cette violence. Est-ce qu'on peut aboutir à des sortes de pogroms, c'est-à-dire vraiment des violences caractérisées avec des morts par dizaines? Oui, Oui, ça me semble paraît- être possible. Ouais. Est-ce qu'on va arriver à une situation rwandaise? Non, je ne le crois pas. Mais ce qui est sûr, c'est que les ferments sont là pour que la violence s'exacerbe en fait de mois en mois. Et l'État français a une grande responsabilité là-dessus. Parce que quand il y a des collectifs qui vont chasser des sans-papiers, quand il y a des collectifs qui bloquent l'entrée de la préfecture des bureaux des étrangers, donc qui empêchent à des gens de régulariser leur situation, quand il y a des collectifs qui bloquent l'entrée à l'hôpital, ils filtrent. Toi, tu es étranger, tu passes pas. Toi, tu n'es pas étranger, tu passes. Bon, mais ça, l'État laisse faire. Donc, il est complice de cette situation. Il sera responsable s'il y a des violences. D'accord. On peut dire que le responsable premier, ça reste la France. Oui. Est-ce que, pour conclure, est-ce que tu aurais une dernière, il y a un point qu'on n'a pas abordé, que tu voulais aborder, un dernier mot pour conclure cette discussion? Un dernier point, je sais pas, il y en a plein, mais non, un dernier mot. Moi, je trouve que si j'ai écrit ce livre, c'est pour que les gens s'intéressent à ce qui se passe là-bas. Ouais. On s'y intéresse très peu, en fait. Souvent, on s'y intéresse un peu par curiosité quand on a des reportages, mais qui traitent toujours de la même chose, c'est-à-dire l'immigration, l'insécurité, l'immigration. Bon, moi, je pense que ça serait bien qu'ils s'y intéressent parce que, comme on l'a dit juste avant, c'est la France qui est responsable de cette situation. Donc, en tant que citoyen français, en fait, on a la responsabilité, quelque part, de savoir ce que, en notre nom, l'État français a fait et continue de faire sur place. Eh ben, écoute, on va terminer sur ça. Merci Rémi. Je rappelle le livre Mayotte, département colonie. Alors, on a une discussion de 1 heure, mais il y a encore plein de choses à découvrir autour de ce livre. Tu vas en détail, alors un peu la partie déconstruction de l'histoire officielle, le rôle de Bob Denard, la question de la délinquance. Voilà, il y a vraiment plein de sujets qui sont explorés. Donc, je vous invite, si le sujet vous intéresse, et aussi un moyen de contredire tous les discours qu'on entend autour de Mayotte, d'aller lire le livre Mayotte, département colonie. Encore merci Rémi. Merci pour l'invitation et j'en profite pour dire qu'il est édité chez La Fabrique et que c'est un super éditeur. J'allais oublier, merci beaucoup de le rappeler, chez La Fabrique. Donc merci à tous et on se retrouve, je crois, il y a une question, je sais pas, alors c'est possible que Rémi fasse un... peut-être pas fini, on va voir. C'est possible que Rémi fasse un point actu de ce qui se passe là-bas d'un point décolonial pour PDH. On verra, je pense qu'on aura l'occasion, s'il y a une actualité, de t'inviter pour parler de Mayotte, La Fabrique Les Côtes. Merci les gars, merci Fabien, merci beaucoup, très intéressant. Et écoutez, merci à tous, merci à l'équipe technique et on se retrouve, il n'y a pas d'autre rendez-vous cette semaine pour Parole d'honneur, il me semble pas, hein. Donc on se retrouve la semaine prochaine, comme tous les lundis. Voilà, salut tout le monde, salut.